Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission! Bonsoir à tous, bienvenue à Buonasera Calcio, comment allez-vous ? Écoutez, ça me fait plaisir de passer encore 30 minutes de foot avec vous. Ce soir, on va faire une spéciale un petit peu sur la stratégie du Milan, la nouvelle stratégie du Milan de Redbird. Voir un petit peu, la décortiquer. Il y a eu un espèce de tremblement de terre à l'intersaison. Tout le monde était choqué. Ici, dans Buonasera Calcio, on a essayé de prendre un petit peu de recul. Et maintenant que la poussière est retombée et qu'on voit un petit peu plus clair sur la stratégie du nouveau Milan, je pense que c'est le bon moment pour vous dire ce que je pense un petit peu de 3 choses vraiment particulières. C'est-à-dire le départ de Maldini, qui fait quoi au club et qui faisait quoi au club avant le départ de Maldini, et enfin, Tonali, qu'est-ce que ça donne et pourquoi est-ce que finalement ça peut être intéressant d'avoir vendu Tonali ou pas d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, le départ de Maldini et les raisons du départ de Maldini. J'en avais parlé un petit peu, c'est vrai que la stratégie lui convenait pas forcément. Maldini est un dirigeant jeune, on va dire oui, c'est un dirigeant qui a commencé à exercer assez récemment, mais c'est une personne qui a beaucoup d'ancienneté dans le football en revanche, vu qu'il a commencé sa carrière en 1986. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui a connu énormément de styles de management différents au Milan, et en plus particulièrement le management qui tournait autour de Berlusconi et de Galliani. Et c'est vrai que je pense qu'il a été très, influencé par ce management. Et c'est vrai que pour lui, diriger un club de foot, et en particulier le Milan, ça se fait un petit peu comme Galliani et Berlusconi, c'est-à-dire un actionnaire qui met de l'argent chaque année pour renforcer l'équipe, une équipe qui reste stable et qui se construit petit à petit avec des joueurs qu'on ajoute lorsqu'on en a besoin. Et c'est comme ça que Maldini voyait son Milan. Maintenant, c'était un Milan qui, pendant des années et des années, plus de 40 ans, quoi, un petit peu moins, 37, a perdu de l'argent. Berlusconi n'était pas du tout inquiet de la rentabilité du Milan. Le Milan lui servait à avoir de l'image, mais effectivement, le but du jeu n'était pas de la rentabilité. Donc, on est en 2023 dans un cycle complètement différent que Maldini maîtrise pas forcément. Donc voilà, lui, il a un objectif, et un objectif quasi unique, c'est le sportif, c'est gagner, hein, d'accord, c'est ce qu'il sait faire, il nous l'a montré avec le Scudetto de 2022, etc. Et en l'occurrence, un club de foot en 2023 doit avoir d'autres objectifs. C'est aussi pouvoir se suffire à lui-même financièrement. Donc ça c'est très important. Et Redbird Capital, c'est ça qu'ils font, c'est leur business. Eux, c'est pas un fonds d'investissement. Je crois que je l'ai dit aussi fréquemment ici. Eux, c'est pas un fonds d'investissement comme Elliott qui est tombé dans le sport par hasard et dont le sport représente une part vraiment mineure de ses investissements. Redbird est un fonds d'investissement qui a investi dans le spectacle et dans le sport par essence. Et tous les autres investissements sont plutôt mineurs. Donc ils ont vraiment une tradition là-dedans, donc ils savent ce qu'ils font et ils savent vers quelle direction ils vont. Donc leur franchise / club sportifs qu'ils achètent un petit peu partout ou dans lesquels ils prennent des parts, comme à Liverpool par exemple, doivent être rentables. C'est pas un peut-être, c'est pas un si, ça doit être rentable. Donc il y a aucun problème. Ils veulent aussi, ils ont compris que dans le sport, pour que ce soit rentable, il faut gagner. En tous les cas dans le sport européen, beaucoup plus que dans le sport américain. Mais il faut que ce soit rentable quand même.
Bonsoir au GCRM, salut. Oui, c'est un spécial Milan ce soir. On va décrypter un petit peu la nouvelle stratégie, les raisons du départ de Maldini, etc., etc. Morata comme neuf, ce serait énorme. Ce serait une énorme erreur du Milan. Alors, le neuf du Milan, c'est toujours Giroud. Morata, une doublure. Hein. Il faut savoir que Giroud a renouvelé son contrat. Donc Morata, Giroud, je pense que dans les deux cas, il y en a un qui offre un petit peu plus de profondeur que l'autre. C'est sûr que devant les cages, il est pas bon, c'est clair. Ça, on est bien d'accord. Mais c'est quelqu'un qui se cache pas. Bon, c'est pas un top buteur, mais en fait, le système du Milan ne repose pas sur le buteur. C'est d'ailleurs aussi pour ça que comment il s'appelle, Marcus Thuram est allé signer au Milan. À l'Inter, pardon, c'est parce que effectivement le buteur au Milan est là pour créer pour créer de l'espace à Leao et aux autres ailes ou aux autres milieux. C'est pour ça d'ailleurs que notre numéro 9, depuis bien longtemps maintenant, n'a pas marqué beaucoup de buts. Hein. Si on prend depuis 2019, Olivier Giroud, je crois que sa meilleure saison, ça doit être 11 buts, un truc comme ça, ou peut-être 12. Donc l'attaque du Milan ne repose pas sur le numéro 9. Donc on verra. Mais bon, le départ de Maldini, il va dans ce sens-là. Il faut savoir que c'était l'année dernière, il y a exactement un an, quasi à 2 jours près, le 3 juillet, Maldini et Massara re-signaient leur contrat avec le Milan après 3 ou 4 jours de négociations ultra serrées avec Redbird. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Maldini voulait plus de pouvoir après son titre de son Scudetto, enfin le Scudetto du Milan. Maldini voulait plus de pouvoir et plus de moyens pour renforcer l'équipe. Donc, ils ont négocié longtemps, leur contrat s'arrêtait le 30 juin, ils ont pas été renouvelés tout de suite. Redbird leur a donné une chance, on va dire, et effectivement, Maldini et Massara qui est un peu plus, on va dire, le côté administratif, négociation, réseau, et Maldini qui est la caution morale, et puis celui qui va avoir le dernier choix sur le tel et tel recrutement. Bien sûr, en concordance avec Moncada, hein, on va d'ailleurs se demander ensuite qui fait quoi au club. Maldini, en l'occurrence, aurait pu saisir cette opportunité, mais le mercato de l'année dernière du Milan a été catastrophique. Si on regarde bien, Milan a eu Aster Vranckx, bon, Pioli l'a quasi pas utilisé, Yacine Adli, quasi pas utilisé, Origi, une catastrophe absolue, on se demande même s'il est encore joueur de foot, et enfin cerise sur le gâteau pour 32 millions d'euros, qui est le record du Milan, Charles de Ketelaere. Donc, en gros, sur 4 joueurs, alors il y a eu quand même quelques petites réussites avec Malik Thio, qui est maintenant plus ou moins titulaire au Milan, en défense centrale avec Fikayo Tomori. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et puis c'est à peu près tout, hein, parce que ils n'ont pas réussi à trouver d'aile droite. On a fait toute la saison avec Messias et Saelemaekers. Dans l'axe, Origi était censé prendre la relève de Giroud, mais on a vu que c'était une catastrophe. Rebic, alors là, c'était son frère, donc voilà. Bref, on va dire que généralement, le recrutement de Maldini et de Massara, qui ont dépensé quand même pas mal d'argent, puisque donc entre de Ketelaere 32 millions, Adli, etc., ça faisait quand même une certaine somme, je crois plus de 50 ou 60 millions d'euros. Et ces 50 ou 60 millions d'euros ont été... Si moi on me pose la question maintenant, j'adore Maldini, c'est pas le problème, je suis ultra fan de Maldini, mais ça ne change pas que ce mercato est raté de A jusqu'à Z. Il n'y a rien qui a marché excepté Malik Thio qui, en théorie, ne devait pas marcher. C'est-à-dire, il n'était pas prévu pour être efficace tout de suite, en fait. Malik Thio, il est rentré parce qu'à un moment donné, au mois de janvier, Milan s'est effondré. Pourquoi ? Parce que justement, le recrutement ayant été raté, le banc était pitoyable, ce qui fait que Pioli ne faisait pas tourner, et post-Coupe du Monde, il y a eu un trou physique monstrueux. Donc ils sont passés à 3, il a fait rentrer Malik Thio, et là il s'est aperçu que Malik Thio était au niveau. Mais je veux dire, alors, il y a peut-être aussi un petit peu de part pour Stefano Pioli, qui a peut-être pas essayé, plus exactement insisté assez avec Charles de Ketelaere, ou avec Yacine Adli en particulier, parce que Aster Vranckx, les 2-3 fois où il est rentré, je me suis pas dit, ah ouais, lui il a du ballon. En revanche, Yacine Adli, quand même,
J'avoue que c'était quand même pas mal. Et donc, voilà. En gros, ils se sont foirés sur le mercato. Et cet été, Maldini, en gros, lui, ce qu'il voulait, c'était encore plus de moyens pour continuer à renforcer cette équipe. Euh, les profils que Maldini avait recrutés ne les a pas, comment dirais-je, convaincus. Moncada avait, par exemple, si on prend par exemple Enzo Fernandez, qui est maintenant à Manchester City pour 110 millions d'euros. Geoffrey Moncada l'a proposé à Maldini il y a bien longtemps. Maldini l'a refusé parce qu'il disait qu'il n'avait pas etc. On voit ce que c'est que le niveau de Enzo Fernandez à l'heure actuelle. On voit comment, même à Benfica, c'était un joueur extraordinaire. Maldini, il n'a pas consacré suffisamment de ressources à Enzo Fernandez. Si Milan, à l'heure actuelle, avait Enzo Fernandez, ou même la saison dernière avait eu Enzo Fernandez au milieu du terrain, mais ça aurait été... Je pense que là, à l'heure actuelle, on discuterait de Milan à la place de l'Inter en finale de Ligue des Champions. Je pense sincèrement. Alors, je vais répondre aux commentaires, au JCRM. Je suis pas d'accord, peu ont joué le mondial. Alors, déjà, Giroud a joué le mondial. Théo Hernandez a joué le mondial. Maignan était blessé. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Qui a joué le mondial? Salemaker s'était blessé. Chez les Belges, il y a qui d'autre? Est-ce que Origi a été pris? C'est bien possible, mais bon, il n'a pas joué, ça c'est vrai. Rebic aussi a joué au mondial. Mais le problème, en fait, c'était pas seulement que effectivement les joueurs ont joué au mondial, même si tu as quand même 3 cadres qui sont pas là au mois de janvier quand on revient, c'est-à-dire Giroud est allé jusqu'au bout, jusqu'à la finale du mondial, Théo Hernandez, la même chose, et Mike Maignan s'est blessé et revient quasi juste avant le quart de juste avant le 8e de finale de Ligue des Champions, donc au mois de février. Ce qui fait qu'en gros, tu as, on va dire, pas la moitié de l'équipe, mais quand même 3 cadres qui sont ultra importants, qui sont soit hors de forme et surtout très très déçus d'avoir perdu en finale. Hein, c'est ce qu'a dit Théo Hernandez. Il a eu un vrai problème de motivation. Giroud, lui, était épuisé, très clairement, et je pense aussi qu'il a eu un problème de motivation. Et Mike Maignan n'était pas là. Mike Maignan, très honnêtement, je pense que ça représente 30-40% de la capacité défensive du Milan. Un goal de ce calibre-là, c'est voilà quoi, c'est incroyable. Je pense que effectivement au Milan, il y a 2 pièces maîtresses qui définissent le Milan et qui font en sorte que c'est une équipe à l'heure actuelle de haut niveau en Europe et en Serie A, c'est Mike Maignan et Leao. S'il y a 2 joueurs qu'il faut absolument pas toucher, c'est Mike Maignan et Leao. Je pense que c'est plus important que Théo Hernandez. Et c'est plus important que tous les autres, dont Tonali, même Bennacer, hein, qui est ultra fort, que j'adore. Je pense que Mike Maignan et Leao sont les 2 pièces maîtresses autour desquelles il faut construire. Il n'y a pas à discuter, c'est sûr et certain. Donc voilà, le truc, c'est que Maldini a fait de nombreuses erreurs, a une vision du management d'un club de foot qui est un petit peu daté maintenant. Il a en revanche eu un coup de génie, et ça c'est clair. Alors, il y a eu plusieurs coups, hein, attention, hein, il a fait venir des joueurs très très bien grâce à Moncada, il a validé des joueurs comme Mike Maignan, comme Théo Hernandez, comme Bennacer, comme Tonali, etc. On peut y aller, on peut en citer, mais c'est quand même Moncada qui les soumettait. Hein. Faut pas croire que c'est Maldini qui, avec son petit carnet, va chercher les joueurs. Hein. C'est Geoffrey Moncada qui va les trouver. Et on va d'ailleurs déborder sur qui fait quoi au club. Le truc, c'est que, en l'occurrence, ce que je voulais dire, c'est que Maldini a une gestion un peu datée d'un club de foot, et Redbird, en fait, sait que pour grandir et continuer à investir, ils sont obligés de vendre. Alors, ils vont pas vendre toutes les stars du Milan. Là, ils en ont vendu une, qui est... Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un prix qui était indécent et qui permet de réinvestir. Hein. Quand on voit toutes les cibles que vise le Milan, c'est grâce à Tonali. C'est-à-dire que le budget qu'ils avaient en transfert, plus le transfert de Tonali, fait en sorte qu'ils sont capables de s'aligner sur 25 millions pour Chukwueze, 20 millions pour Moussa, de recruter le petit Lucas Romero, de recruter Loftus-Cheek, potentiellement, comme tu le dis au JCRM dans les commentaires, Pulisic, etc., etc. Donc et puis Reinheider, et puis etc. En fait, ils sont sur
C'est le seul club italien qui est capable de faire ça à l'heure actuelle. L'Inter ne signe que des paramètres zéro en donnant de très gros salaires, en se disant bon bah au moins on peut étaler les paiements. Donc en l'occurrence Thuram. Et Thuram, c'est la même chose. Milan, en fait, la stratégie de Redbird, c'est d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D à chaque poste où ils ont un besoin. Ils ne se fixent pas sur une seule cible, ce qui fait que ça leur permet de rester dans les clous de ce qu'ils veulent dépenser. S'ils veulent pas dépasser un certain seuil de salaire ou de transfert, ils passent au plan B. C'est ce qu'on a vu par exemple avec... là, ils sont en train de se concentrer sur Chukwueze. Ils ont décidé que, à la base, ils avaient un préaccord avec Kamada. Et finalement, ils se sont dit, ouais, non, mais Kamada, il va pas nous apporter ce qu'on veut. Nous, maintenant, on va passer à Chukwueze. Pulisic, c'est pareil. Ça, c'est un des plans de Geoffrey Moncada, mais il y en a encore 2 ou 3 derrière, si jamais ça se passe mal. Le numéro 9, on était parti sur Thuram, et puis finalement, ça va être peut-être Morata, peut-être Boulaïdia. Encore une fois, c'est un plan A, un plan B, un plan C. Mais les 3 vont dans le même sens, c'est-à-dire donner de la profondeur. En fait, si tu veux, c'est vraiment... ils ont un plan, en fait, Redbird. Et le transfert de Tonali, c'est ça que Maldini n'arrive pas à faire, je pense. C'est qu'en fait, le transfert de Tonali, il est nécessaire pour se développer. C'est-à-dire que refuser 80 millions d'euros, alors que tu cherches à donner de la profondeur de banc à ton entraîneur, c'est un crime, en fait. Et c'est sûr que Maldini aurait refusé. Mais alors là, j'en mets ma main à couper, en fait. Il aurait refusé ce deal, c'est sûr et certain, alors que c'est certainement ce deal-là qui va faire en sorte que Milan va se renforcer vraiment énormément pendant le mercato et donner finalement la profondeur de banc que Pioli a réclamé. Attention, hein. C'est Pioli qui a dit on aurait pu faire une saison meilleure la saison dernière si j'avais eu une vraie profondeur de banc. Et là, c'est clair que tu peux effectivement avoir... Mais Redbird dépense quand même de l'argent, parce que donc là, on parle de quand même 3, 4, 5 transferts. Alors, Loftus-Cheek, quand même, c'est payant aussi. Romero, c'est gratuit. Mais Chukwueze, ce sera payant. Moussa, ce sera payant. Reinheider, ce sera payant, etc., etc. Donc, c'est quand même... Morata, c'est payant aussi. Donc, c'est quand même des transferts 80, 100... Milan va dépenser peut-être 100, 120 millions d'euros sur le marché des transferts pour 4, 5 joueurs différents. Donc, c'est quand même pas négligeable en 2023 en Serie A. En Serie A, il n'y a personne qui est capable de faire ça, hein. Donc Redbird investit, ils ont aussi fait une très belle offre, parce que c'est quand même eux qui ont négocié le contrat avec Leao. Leao, ils l'ont pas bradé, ils l'auront re-signé, une très grosse augmentation salariale, etc., etc. Théo Hernandez, la même chose. Donc ils dépensent de l'argent. C'est pas en prenant du recul, en éliminant le côté émotionnel, parce que c'est vrai que en tant que supporter du Milan, tu as eu premièrement donc Ibrahimovic qui s'en va, ensuite Maldini qui s'en va, ensuite Tonali qui s'en va, puis le fils Maldini qui probablement va aller à Empoli. Ça fait beaucoup au niveau émotionnel. C'est compliqué. Et il y a beaucoup de supporters qu'on voit sur les réseaux sociaux qui ont une réaction vraiment épidermique par rapport à Redbird, en disant, il vend l'âme du club, etc. Bon, ok, très bien. Une fois qu'on a fait ça, je suis d'accord avec toi, Maldini, c'est l'âme du club. Ça, c'est clair. Mais est-ce que c'est vraiment la direction d'un club de foot en 2023 qui voulait prendre Maldini? Ou alors est-ce que c'est la direction d'un club de foot des années 2000? J'avais l'impression que c'était la direction d'un club de foot des années 2000. Quand à la fin de la demi-finale de Ligue des Champions, au match retour où on s'est fait déglinguer par l'Inter, il dit c'est maintenant qu'il faut faire de très gros investissements parce qu'il faut surfer sur la vague, etc., etc. En fait, il n'a pas compris où en est Milan dans son développement économique. Et sans un développement économique cohérent, en fait, tu ne peux pas pérenniser le club, en fait. Et c'est ça qu'a pas compris Maldini, malheureusement, parce que moi, j'aurais adoré qu'il reste à vie au Milan en tant que dirigeant. Après, il va savoir, c'est peut-être pas fini, mais voilà. Et après, si on prend l'organigramme du club, alors c'est vrai que Massara avait des réseaux pour pouvoir négocier, etc., des numéros de téléphone, c'était un vrai directeur sportif, et Maldini, lui, avait amené la caution sur le projet, sur la vision, sur la stabilité du club, etc. Ça, c'était comme ça que ça s'organisait. Mais tous les joueurs étaient soumis par la cellule de recrutement qui est dirigée par Moncada. Alors,
Moncada, il avait aussi un bras droit qui s'occupait des scouts. Ce bras droit, a priori, aujourd'hui, on nous a appris que... Enfin, il y a des rumeurs qui courent que ça va être lui le directeur sportif. C'est un bras droit qui est un petit peu plus âgé que Geoffrey Moncada. Et Geoffrey Moncada continuerait à diriger l'ensemble des scouts et du recrutement. Et ce serait lui qui soumettrait les différents propositions de transfert à ce directeur sportif et à Redbird, mais basé sur des rapports statistiques. D'accord? C'est pas, en fait, tu peux pas aller voir Redbird et dire ouais, lui, je l'aime bien, je l'ai vu, à mon avis, ça va être un joueur du Milan. Non, parce que bah non, en fait. Pourquoi est-ce que dans quel plan de jeu ça truc, c'est quoi ses stats, etc. Et c'est comme ça maintenant que il faut absolument motiver ces recrutements en 2023 et en l'occurrence chez Redbird, s'appuyer sur des statistiques, sur des rapports aussi sociologiques, pas seulement des statistiques, sur des rapports on va dire d'enquête d'entourage sur comment se comporte le joueur, etc., etc. Parce que en fait Redbird fait des investissements raisonnés, fait pas des investissements juste en se fiant à l'œil de quelqu'un qui, on ne sait pas par quel miracle, a de l'expérience. Bah, c'est bien d'avoir de l'expérience, mais ça t'empêche pas de te tromper. Donc voilà. Salut Cotonou Joe, c'est qui Moncada? Moncada, en fait, c'est le chef scout du Milan. C'est lui qui a trouvé toutes ces petites pépites un peu partout, à gauche, à droite. Et en l'occurrence, c'est toujours lui qui fait le recrutement au Milan, enfin qui fait le recrutement, plus exactement, qui propose les profils. Il vient de Monaco à la base, il a travaillé avec Campos, et voilà. Redbird, c'est le concurrent de Red Bull, ouais, plus ou moins, ouais. Enfin, pas en termes de boisson, mais en termes de sport, ça commence, gentiment. Donc, voilà. Donc, bref, on va dire que la cellule de recrutement, la cellule de scouting, etc., n'a pas été démantelée. Maldini et Massara étaient juste les négociateurs. Donc là, ils se sont aperçus qu'effectivement, ils avaient besoin d'un vrai directeur sportif. Ils ont proposé ce job à ce monsieur. Je me souviens plus de son nom, donc je vais pas vous le donner. Et donc, tu as toujours Scaroni au-dessus, Furlani au-dessus, pardon, qui, lui, est un peu comment dirais-je, l'intermédiaire entre Redbird et le directeur sportif et la cellule sportive du Milan. Donc voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et pour l'instant, en fait, rien n'a bougé excepté Maldini et Massara. Et je pense effectivement que ça continuera à bien travailler en fait. Il n'y a pas de raison que ça ne travaille pas. Et c'est vrai que si ces 4 ou 5 transferts-là se font, c'est-à-dire Pulisic, Moussa, Reinheider, Chukwueze, et puis Morata ou quelqu'un d'autre, mais en tous les cas un numéro 9 sérieux, qui est pas qui va harceler les défenses, et c'est ça que j'aime bien chez Morata, c'est peut-être la seule chose que j'aime bien, parce que vraiment devant les cages il est vraiment pas bon, mais en revanche il a un pressing qui est intéressant, et donc c'est pour ça que ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc moi je trouve que finalement la direction globale que prend le club est pas si mauvaise que ça. Le seul problème, c'est que là il y a eu le tirage au sort de la Serie A de l'année prochaine, donc des matchs de championnat, et que ce tirage au sort a fait en sorte que Milan rencontre, on va dire, la moitié, un peu plus même, 4 ou 5 équipes du top 7 dans les 10 premières journées. Donc, il va falloir être prêt très très vite, parce qu'il rencontre tout le monde, Napoli, Juventus, Inter, etc., Lazio, enfin bref, Roma. Donc, les 10 premières journées, c'est un peu tôt, je trouve. Mais bon, il faut bien les rencontrer un jour ou l'autre. Mais quand tu fais autant de changements dans ton équipe, dans la structure de ton équipe, ça peut être compliqué au début d'être performant tout de suite. Donc, il est très possible qu'ils passent un mauvais quart d'heure en début de saison. Alors après, voilà, absolument, au Cotonou, c'est un live Milan. Je te laisse lire ce qui a marqué juste là, pardon. Hop là. De l'autre côté, donc voilà, absolument, c'est un live uniquement sur la stratégie du Milan, la nouvelle stratégie du Milan, c'est le thème. Je ferai ça avec d'autres clubs, il n'y a pas que le Milan. J'ai commencé par ça, pourquoi? Parce que c'est le club qui a eu le plus de changements en Italie ces derniers temps. On va dire que il est probable aussi que je parle du Napoli, parce que le Napoli a perdu et son directeur sportif et son entraîneur. Donc c'est aussi un changement assez drastique. Mais sinon, après, du côté de la Juve,
bah justement, le directeur sportif du Napoli va aller à la Juve, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer, parce que pour l'instant c'est assez calme, ils l'attendent je pense, donc c'est pour ça qu'ils sont très très calmes. Mais oui, il est probable que je fasse aussi un petit spécial Napoli, un petit spécial Juve, mais les deux clubs n'ont pas bougé pour l'instant, justement à cause du départ de l'entraîneur et du directeur sportif à Naples, et puis de toute façon, il n'y a rien qui va bouger, sauf si Osimhen est transféré. Donc pour l'instant, on est un peu tranquille du côté de Naples, et la Juve, bah, ils attendent justement le nouveau directeur sportif. Donc oui, le qui fait quoi au club, pour l'instant, il n'y a rien à bouger. La cellule de recrutement, la cellule de soins de Milan Lab a été renforcée. Donc au contraire, en fait, si tu veux, on dirait que le club est en train de se renforcer. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne connais pas tous les joueurs qui sont ciblés par Milan, mais j'en connais certains que j'ai déjà vu jouer plusieurs fois, et donc voilà. Après, j'estime que c'est clair que quelqu'un comme Moncada qui allait chercher Kaloulou, qui allait chercher des joueurs comme ça, je pense qu'il sait ce qu'il fait quand il va chercher un joueur comme Moussa ou Reineiger je sais pas d'ailleurs comment ça se prononce exactement, mais je vais l'apprendre avec le temps, du PSV. Donc voilà, un petit peu. Et pourquoi Tonali ? Donc pourquoi Tonali ? Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je pense que Tonali, c'est la clé pour finalement que le Milan passe la deuxième vitesse, en fait. C'est vraiment ça, et c'est pour ça que Redbird a accepté ce transfert, parce que c'est ça qui va vraiment les faire passer dans une autre dimension, pour pouvoir recruter plus, donner plus de bons et plus de bancs à Pioli, peut-être recruter aussi des joueurs d'une meilleure qualité que les Saelemaekers, Messias, Brahim Diaz, etc. Parce que tout le monde aime Brahim Diaz, bien sûr, il est agréable, c'est un gentil garçon, il est sympa et tout. Et il fait 5 bons matchs dans la saison, et les 5 bons matchs qu'il fait, c'est vrai que c'est toujours un match en Ligue des Champions, des matchs contre la Juve, contre l'Inter, en particulier contre la Juve quand même. C'est vrai, mais il fait que 5 ou 6 bons matchs dans la saison. Le reste du temps, il est plus ou moins transparent. Donc moi, ça me dérange pas que Brahim Diaz, on le laisse partir et que finalement on récupère Pulisic. Alors, Pulisic sort d'une saison catastrophique avec Chelsea, il a quasi pas joué, mais quand même, c'est quand même pas mal ce qu'il a laissé entrevoir dans ses premières saisons à Chelsea, et surtout les saisons qu'il a fait à Dortmund. Tu te dis que bien comment dirais-je, encadré à Milan, ça peut vraiment donner quelque chose. Donc on verra bien ce que ça va donner. Loftus-Cheek, c'est la même chose. Je pense que sorti du contexte londonien, où il est né, où il a grandi, je pense que ça peut l'aider. Hein. C'est un peu comme les jeunes joueurs qui restent en région parisienne alors qu'ils viennent de région parisienne. C'est des fois un petit peu compliqué de se concentrer sur le football parce que tu as énormément de sollicitations externes plus ou moins bienveillantes. Et bien pour Loftus-Cheek, c'est un petit peu la même chose. C'est pas une question de talent, je pense qu'il a vraiment beaucoup de talent, mais en revanche, c'est pas sûr que l'environnement londonien le favorise, quoi. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne à Milan, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est une bonne pioche. Romero, bah on verra bien. Et puis bon, il y avait Arda Güler, mais Arda Güler, il a été transféré au Real, ça leur a coûté à peu près 50 millions entre le transfert et les commissions énormes qu'il fallait donner au papa. Enfin au papa et à Arda Güler, hein, mais c'est juste qu'il est tellement jeune que c'est pour l'instant le papa qui va récolter l'argent. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner, mais effectivement, Mesut Özil là, adoubé, donc c'est pas pour le Milan, mais on verra. Cuti Romero, il va au Milan. Non, Lucas Romero de la Lazio, un petit jeune aussi, 18 ans, 19 ans je crois, très très fort. On va voir ce que ça donne, mais très 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 fort. Mais c'est un Argentin, effectivement, mon très cher Cotonou Joe. Et en équipe nationale de jeunes, il fait des prouesses. Donc on va voir ce que ça va donner. Il peut être ailier droit, ailier gauche ou dans l'axe. C'est un milieu vraiment offensif, gauche-droite, axe. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Argentin à Milan, donc ça va être cool. Le dernier, c'est pas un super souvenir. C'était le défenseur de Villarreal, là. Comment il s'appelait, lui ?
Bref, il était vraiment pas terrible. Donc voilà. Bref. Mais écoutez, on va s'arrêter là. C'était un petit zoom sur le Milan pour cette semaine. On va essayer de faire un Buonasera Calcio tous les jeudis soirs. Il y a comme ça beaucoup plus de chances pour des organisations personnelles que je puisse le faire tous les jeudis soirs à 20h30. Une fois de temps en temps, ce sera peut-être pas à 20h30, ce sera peut-être à 21h, mais je vous préviendrai de toute façon sur les réseaux sociaux et sur le programme Twitch de la chaîne. Donc voilà, vous en faites pas. La semaine prochaine, bon, on va aborder autre chose, un autre club, ou alors une nouvelle fantasmagorique, hein, parce que ce soir on aurait pu parler de Mbappé, même si c'est un peu bloqué. On aurait pu parler aussi justement des transferts un peu du Real aussi, de comment est-ce qu'ils réagissent avec Mbappé et le fait qu'ils aient transféré Arda Güler. Donc voilà, du licenciement de comment il s'appelle, de Christophe Galtier, des débuts de Luis Enrique. Bref, on aurait pu faire une soirée aussi PSG. On va la faire probablement, peut-être la semaine prochaine. On verra bien parce que Nasser a mis un ultimatum. Ça, c'est un truc assez drôle, à Mbappé. Donc voilà, c'est lui qui lui donne le contrat, un contrat tout moisi pour le Paris Saint-Germain. Et ensuite, quand Mbappé l'utilise, il n'est pas content. Donc je sais pas. Peut-être il aurait dû lire le contrat avant de le faire signer, par exemple. Donc voilà, bref. Écoutez, en tous les cas, je vous souhaite une excellente soirée. Ça a été un plaisir encore de partager ça avec vous. Et puis écoutez, on se revoit jeudi prochain. N'oubliez pas, si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le demander sur les réseaux sociaux de Buonasera Calcio, sur Twitter et sur Instagram, ou bien directement dans le chat. Voilà, comme tu dis au Cotonou Joe, bonne nuit et n'oubliez pas. Ciao les gars, ciao ciao.